merci Florence de m'avoir installé en haut de la pyramide. J'apprécie, c'est une place très confortable. Surtout pour illustrer le dernier S, c'est celui qui donne du sens. Et je ne suis pas certain que ce soit le plus simple à illustrer. Alors, pour apporter une plus-value à cette discussion, je vais vous rappeler mon parcours. Donc, je n'ai eu que 2 vies, Florence. Je ne suis pas encore une 3e, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et donc, il y a maintenant 11 ans, je me suis retrouvé à un virage de ma carrière. Alors, je ne sais pas comment le qualifier, mais mon employeur précédent, où j'ai fait 20 ans, a considéré que mon devenir n'était pas forcément dans son entreprise. Parle bien près du micro. Ah, pardon, excusez-moi. Et donc, je me suis lancé avec un ami dans la création d'entreprise. Et là, on a commencé d'entrer à se rendre compte que ce n'était pas très simple. Alors, on en parle souvent dans les médias. Créer une entreprise, c'est compliqué. Je confirme, c'est compliqué. Et ce qui se complexifie encore plus, c'est quand on cherche de l'argent. Parce que démarrer une entreprise, c'est sympa, mais c'est un minimum de fonds, c'est pas possible. Et donc là, on était confronté à des jurys d'experts auxquels il fallait expliquer notre business plan, stratégie, nos réseaux, notre produit, notre capacité à se développer. Et nous avions, au sein de ce business plan, intégré une composante qui était déjà forte chez nous avant HQH, c'était de mettre le salarié au cœur de l'entreprise. Et donc là, chaque fois qu'on a évoqué ça avec des banquiers ou d'autres jurys ou d'autres prêteurs d'argent, on dit, mais vous êtes certain que c'est le modèle que vous voulez développer Et oui, nous, on sort de grandes sociétés d'informatique, on a vécu des situations assez dramatiques et on considère que l'individu est au cœur de l'entreprise et que sans l'individu, bien sûr, ça ne marche pas. N'oublions pas nos clients, bien sûr, sans clients, ça marche encore moins bien et on a du mal à faire passer le message. Et pour tout vous dire, il y a un prêt qu'on n'a pas eu parce qu'ils ont été considérés comme des fantaisistes et pas des gens sérieux. Bon, on a quand même lancé l'entreprise donc, il y a maintenant 11 ans, donc c'était aussi un lundi 3 novembre en 2003. Et donc là, dans le vocable plus de sens, on a expliqué à nos futurs collaborateurs la stratégie de Magélium. Donc on a créé l'entreprise en leur expliquant, on a 2 axes pour les 3 années à venir. Le premier, c'est s'engager à ce que notre métier reste notre métier. C'est-à-dire qu'on ne fera pas autre chose que nos vrais savoir-faire. On ne diversifiera pas notre activité en faisant de la paye ou autre chose. Nous faisons des systèmes de traitement d'image pour la défense et pour l'espace, et nous ferons toujours ce type de métier. Et le deuxième axe stratégique qu'on a annoncé, on veut pérenniser l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire 1 an ou 2, on veut qu'elle existe encore dans 10 ans ou 15 ans, voire plus. Donc, quand on parle de donner du sens, la stratégie n'était pas forcément très claire ou enthousiasmante, mais les gens qu'on a embauchés rapidement, donc nous étions 12 au bout de 3 mois, ont compris que l'enjeu était de contribuer activement à ce développement. Donc donner du sens, c'est aussi de dire aux gens, c'est vous qui allez contribuer à cette création, qui allez aider à développer, et votre enthousiasme, votre engagement sera une contribution active au résultat. Donc le parcours s'est fait pendant de nombreuses années, et au bout de 5 ans, nous étions 80, et là on s'est rendu compte que le message qui avait été passé au début, alors, entre-temps on l'avait renforcé avec d'autres axes stratégiques, il y en avait 3 qui étaient très prégnants à l'époque. Le premier, c'est qu'on reste une PME européenne. Donc, PME voulait dire qu'on n'avait pas pour stratégie d'être plus de 250, c'est déjà beaucoup, et européenne avec une vocation à couvrir un marché qui soit au moins européen. Et le deuxième était toujours vrai, c'est de maintenir l'axe stratégique de faire des développements et des systèmes dans nos métiers et pas autre chose. Et ça, on l'a fait. Et le dernier axe que nous avions rajouté, c'est de considérer comme des partenaires par nos clients principaux. C'est-à-dire que de ne pas avoir une relation client-fournisseur basique, mais de pouvoir amener nos clients à nous considérer comme des partenaires et pas comme des fournisseurs lambda. Et je crois que beaucoup de gens dans la salle doivent vivre cette situation au jour le jour. Et ce n'est pas toujours la meilleure et la plus agréable. Et donc, jusqu'à 80 personnes, on s'est rendu compte que l'adhésion était facile, qu'on voyait les gens tous les jours, quasiment, qu'on buvait le café avec eux, et qu'il n'y avait aucune difficulté à mobiliser les gens sur des objectifs bien clairs, alors à court ou moyen terme, voire long terme. Et autour de 2009-2010, on s'est rendu compte qu'il y a eu une déperdition d'énergie. Alors, comment je la qualifie ? Il m'a semblé à ce moment-là que la contribution individuelle n'était pas aussi prégnante et que chacun n'avait pas conscience que son travail au quotidien amenait une valeur pour l'entreprise. Une valeur économique s'il produisait sur un projet ou une valeur de support pour les équipes système, pour les équipes RH ou autres activités. Et donc là, on a été obligé de remobiliser un peu tout le monde et essayer de faire plutôt du travail de proximité
Et on a modifié l'organisation pour mettre en place des managers intermédiaires, considérant que le message d'une seule direction n'était pas suffisant. Et donc Philippe l'a évoqué, avoir des groupes d'équipes avec entretien annuel, avec des messages qui soient bien passés, était hyper important. Et à cette époque-là, ça m'a mis quelques petits drapeaux rouges dans la tête quand j'étais dans ma première vie. Et je me souvenais, à l'époque, je gérais 300 personnes dans un groupe informatique. Et à chaque fois que nos patrons de la holding venaient faire des messages et des réunions plénières, on mettait 3 mois à remonter le moral de nos collaborateurs parce qu'effectivement, leur quotidien n'était pas celui qui était expliqué par leur directeur. Et ils ne se retrouvaient pas dans la stratégie qui disait il faut qu'à la fin de l'année, l'action prenne X%, qu'on ait une croissance de X, sans évoquer comment le faire, par quels moyens, par quel marché à conquérir. Et donc, je passais à cette époque-là beaucoup de temps à expliquer à mes équipes que bon, ils étaient venus pour une journée, mais que c'était pas grave, que nous, on continuait notre stratégie locale et que tout le monde était bien content. Et ce qui était pas simple, parce que du coup, les gens ne se retrouvaient pas dans un message de société. Et donc, j'ai pas voulu à Magélium me retrouver quelques années plus tard à passer des messages à mes collaborateurs et qu'ils ne soient pas en ligne directe avec leurs besoins du quotidien et leurs attentes. Donc, on a modifié l'organisation et on a pu, par ce biais-là, permettre aux gens de mieux comprendre et de mieux s'exprimer. Je crois que le besoin, c'est l'expression. Quand un patron gère 30 personnes, il peut voir tout le monde. Et quand on est 80, on s'éloigne un petit peu, de manière tout à fait imperceptible du quotidien. Et donc, on a réussi à l'améliorer. L'inflexion suivante que nous avons connue en 2009, c'est que nous avons eu une forte croissance externe. Donc, on a en 2009, premièrement, créé une filiale en Angleterre, donc de zéro. Et on a racheté 2 structures, une parisienne et une toulousaine, qui faisaient respectivement 13 et 5 personnes, donc pas des grosses structures. Et là, on s'est rendu compte que la culture d'entreprise, elle ne pouvait pas se transférer aussi simplement. Donc les amis parisiens qu'on avait accueillis dans notre activité avaient un vécu au sein du groupe Vinci, donc un vécu très spécifique, et qu'ils avaient un ancrage, et puis ils avaient encore un historique et une forte expérience, et qu'on a eu beaucoup de difficultés à les faire évoluer vers notre stratégie et vers notre mode de fonctionnement. Toujours l'individu au cœur de l'entreprise. Et on s'est rendu compte qu'à Paris, il était plus difficile de mettre en place cette motivation, liée bien sûr à une histoire qu'ils avaient et qu'on n'avait pas partagée ensemble, et les amener à vivre avec nous sans pour autant s'approprier notre histoire à nous, mais partager leurs expériences et les nôtres. Et on s'est rendu compte sur Paris qu'il y avait d'autres difficultés qu'on n'avait pas du tout imaginées, qui étaient héritées des problèmes locaux, de transport en commun par exemple. Et certains collaborateurs avaient du mal à s'impliquer pleinement parce qu'ils avaient 1h15 le matin, 1h15 le soir de RER, quand ils n'étaient pas en panne, donc des fois c'est beaucoup plus, et qu'ils avaient des frustrations à la fois de ne pas être ou chez eux, en famille, ce qui est quand même plus sympa, ou au travail et pouvoir s'investir pleinement. Et donc on a dû leur expliquer, on l'a fait de manière simple, qu'ils n'avaient pas à rougir d'être dans les transports en commun, c'est pas leur faute ni la nôtre, pas de chance, on a des bureaux dans l'ouest parisien un peu lointains. Et donc on a mis en place une télétravail pour certains collaborateurs, alors pas structuré comme a dû le faire Philippe au sein de Peugeot, mais le faire plutôt à la volée, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui apprend qu'il y a des travaux sur la ligne A du RER pour une semaine, eh bien pouvait un jour sur 2 travailler chez lui directement, sans pour autant mettre en place un contrat très très lourd. Un simple échange de mails leur permettait de travailler chez eux quelques jours. Voilà. De la flexibilité. Voilà. Alors, je pense que ça marche que dans les PME, ce genre de choses, et même ça mérite d'avoir un peu de structuration. Alors, c'est pas du vrai télétravail avec un environnement complet de travail chez soi, des règles de fonctionnement, vérifier que le travail est au bon niveau d'ergonomie. Mais c'est quelques décisions qui ont été prises pour leur donner une meilleure autonomie dans leur travail, les a rapprochés plus de l'entreprise, et aujourd'hui, ils sont intégrés pleinement. Donc, l'antenne parisienne héberge 30 personnes, donc une belle croissance sur Paris, et on a pu ainsi les faire évoluer. À Toulouse, c'est plus simple, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, donc ils sont rentrés rapidement dans l'environnement et se sont noyés dans la masse très rapidement et approprié notre stratégie. Une autre difficulté qu'on a pu rencontrer aussi, et celle-là, je ne l'avais pas appréhendée, c'est de se rendre compte que les générations évoluent. Voilà. Je suis peut-être un vieux crouton maintenant, avec mes 57 ans. Et Nicole, ne souris pas, s'il te plaît. Et on s'est rendu compte que les générations nouvelles, et donc la génération X en l'occurrence, n'avaient pas les mêmes attentes que les générations anciennes. À savoir que le travail pour eux était important,
qu'il était bien qu'il soit intéressant et enthousiasmant, mais ils avaient autre chose dans la vie, qui peut être aussi de l'informatique ou aussi des loisirs, et que le travail n'était pas le cœur de leurs préoccupations. Donc, ça a été évoqué précédemment, et on a eu du mal à les intégrer parce que ils travaillent seuls, le casque sur les oreilles. Donc, Florence l'a évoqué dans son livre, et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment ils fonctionnaient. Et donc, pour y arriver un petit peu mieux, donc j'ai demandé à un jeune de m'expliquer comment il fonctionnait, un jeune qui était plus communicant que les autres. Et effectivement, donc le monde a changé. Auparavant, quand nous avions un problème technique sur les projets, nous échangions tous ensemble et puis on discutait. Et puis le bouche à oreille faisait que chacun partageait sa connaissance. Aujourd'hui, eh bien, chacun a son casque, il a un problème, il va sur le chat, il va sur des forums et il résout son problème. Voilà. Donc, alors je les ai un jour reçus, je leur ai dit, écoutez, dans votre bureau, vous êtes 4, vous avez 4 casques sur les oreilles, un casque chacun. Et je vous imagine à l'instant T, là, en train d'être sur un forum et être tous les 4 en train de chercher la même solution au même problème. Et qu'est-ce qui se passe si, en fin de compte, vous êtes 4 à faire la même recherche au même moment? Je pense qu'on perd tous de l'énergie. Et donc, depuis, j'ai réussi à leur faire comprendre que quand quelqu'un a un problème, il le résout, mais il le partage avec les autres. Ce qui évite que le lendemain, un autre cherche à le résoudre. Et donc, depuis, il n'y a plus de casque sur les oreilles, ou beaucoup moins, ou pas toute la journée, et les gens causent davantage. Donc, les générations sont un peu plus, je dirais, fermées à la communication, mais ça évolue positivement. Donc, on a évoqué de quelques critères d'évaluation du sens, de la gouvernance, du bien-être à l'entreprise. Le turnover pour nous est important, c'est-à-dire qu'on a eu pendant 5 ans un turnover à 0, c'est-à-dire qu'on n'a eu que des embauches et pas de départ. Donc, c'était un critère important. L'absentéisme, on est à moins de 3%. J'espère que ça va durer. On a quelques problèmes de présentéisme qu'a évoqué Florence, donc on va essayer de les traiter. Et là, on a vraiment considéré que les gens étaient impliqués dans l'entreprise. C'est quand, en 2012 et 2013, on a traversé une période très difficile. Donc, nous étions à l'époque 160 collaborateurs. Et la crise était là depuis longtemps. On s'en était pas rendu compte. Et je pense qu'en ayant mis nos collaborateurs dans un environnement plutôt aseptisé et plutôt familial et agréable, on les a un petit peu anesthésiés. Et ils ne se sont pas rendus compte que la crise était présente parce que dans la boîte, ça marchait bien. On avait des projets intéressants, on faisait des bons résultats. Et quand la crise est arrivée et qu'elle a touché nos sociétés, on a eu une grosse baisse d'activité. Donc, on a été contraint de réduire les effectifs. Donc, on a fait un plan social de 6 personnes. 6 personnes, ce n'est pas non plus très violent, mais c'était un traumatisme de l'entreprise. Et c'est là que la communication a été nécessaire, de causer avec les délégués du personnel, de parler non pas des raisons qui nous poussaient à le faire, mais comment demain se passerait, comment demain évoluerait. Parce qu'ils avaient conscience qu'au quotidien, si on le faisait, c'est qu'il y avait une vraie obligation. Et donc, on a lancé un plan social en 2013 qui s'est bien déroulé. On a aussi accompagné nos collaborateurs qui nous quittaient, donc c'était aussi un déchirement de voir partir 6 collaborateurs, et on a fait en sorte qu'ils retrouvent tout du travail, donc par des réseaux, par des connaissances et par des accompagnements. Et c'était un point positif, et on s'est rendu compte que là où on pensait que les gens allaient peut-être se distancier de l'entreprise, eh bien ça a renforcé les liens, au contraire, et que les gens ont compris qu'il fallait se resserrer et que l'entreprise avait un sens, et qu'il fallait au contraire travailler plus pour améliorer la productivité, être plus vigilant par rapport à la concurrence, que nos offres devaient être de meilleure qualité parce que nos concurrents, eux, étaient déjà partis en guerre, alors que nous n'y étions pas encore. Et aujourd'hui, on se rend compte que la démarche que nous avons conduite a des avantages mais des inconvénients. Donc, les avantages, je les connais tous, c'est le bien-être de l'entreprise et le bonheur. Les inconvénients, c'est que par ce biais-là, on a une population qui vieillit. Alors l'avantage, c'est qu'il y a un savoir-faire qui se capitalise, donc une masse salariale qui augmente. Et donc, en compétition par rapport à nos concurrents, on a des préoccupations financières. Et le vœu que je voulais formuler pour terminer mon intervention, c'est que le label HQH devienne un label équivalent à celui de la qualité sur l'ISO 9001. C'est que les entreprises qui s'adressent à des partenaires vérifient qu'elles ont bien dans leur mode de fonctionnement le respect du collaborateur, l'écoute de ses besoins, des formations suffisantes pour qu'ils évoluent. Parce que la compétition est difficile et je pense que les clients, quand ils mettent 1 euro d'entreprise HQH, tu l'as dit, en récupèrent plus d'un, c'est certain, parce qu'il y a des gens qui sont motivés, qui ont une vraie éthique et un vrai engagement.
et qu'au cours du projet, quand il dure parfois plusieurs années, comme c'est le cas chez nous, eh bien, sur la durée du projet, ils ont les mêmes personnes. Alors que Philippe a dû connaître ça dans sa vie précédente. Il y a des projets chez des entreprises informatiques où le turnover est à 25%, donc sur 2 ans, la moitié de l'effectif peut être parti sur un projet, ce qui est un vrai préjudice à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les clients, parce que c'est eux aussi qui payent ce turnover. Et donc je pense qu'il faudrait, dans nos démarches qu'on mène avec le label HQH, c'est faire en sorte que les clients et les donneurs d'ordre l'intègrent dans leur processus d'achat. Et donc là, il y a un pas à franchir. Et si on pouvait y arriver, j'en serais le premier ravi. Merci Patrice.